Et là, vous entendez comment c'est situé à l'heure de la jusqu'à quand travaille-t-il avec qui, pourquoi, comment, est-ce qu'il a sorti. Posez-lui des questions et ça. Par où commence? Bon, qui veut jouer? Bonjour, je m'appelle Nathalie Denoblet du Coudray. Je suis bioclimatologue. Bioclimatologue, ça veut dire que je m'intéresse aux échanges entre le vivant, la végétation et l'atmosphère et à la façon dont l'occupation et l'usage des sols influencent le climat. Mais je m'intéresse aussi à la façon dont le climat impacte le monde agricole, le vivant en fait. Et donc c'est ce qu'on appelle un peu la mouvance des services climatiques. Et plus spécifiquement, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui avec les changements climatiques, c'est qu'on a une désynchronisation entre le cycle de vie des végétaux et le cycle de vie du monde parasitaire ou des bioagresseurs au sens large. Et par exemple, je vais prendre un exemple que j'ai découvert tout à fait récemment en Normandie et que je trouve très intéressant, qui est le Carpocaps, qui est un ver de la pomme. Et en fait, ce Carpocaps avait un seul cycle de vie par an et il commençait à sortir au moment où la pomme était encore solide et donc sa vulnérabilité était minime. Aujourd'hui, avec le changement climatique, le Carpocaps est capable de faire 2 cycles de vie et donc d'être présent et agressif à un moment où la pomme est très fragile. On a le même cas, je crois, sur le potager du roi à Versailles avec le puceron cendré qui provoque aussi ce genre de problème. Donc cette désynchronisation du vivant, elle est très intéressante parce que je pense que les plantes, le vivant s'était adapté à une certaine synchronicité des bioagresseurs et maintenant c'est plus du tout le cas. Le deuxième problème que l'on a, c'est que les bioagresseurs peuvent migrer beaucoup plus rapidement que les plantes. Et donc, on se retrouve avec des bioagresseurs qui remontent vers le nord, puisque le changement climatique réchauffe. Et typiquement, la chenille processionnaire du pin, elle gagne, je ne sais plus, quelques dizaines de kilomètres par an vers le nord. Et elle se retrouve donc sur des hôtes qui ne la connaissent pas et dont elle est friande. Et donc, ça provoque des tas de problèmes. Donc, c'est vraiment cette question des services climatiques. Le climatologue peut se mettre au service du vivant en aidant finalement toutes sortes de métiers à traduire la connaissance que l'on a du climat en indicateurs pertinents pour le vivant quel qu'il soit. Je vous remercie. Ah super. Je vais m'arrêter là. Ah, super intéressant. Ah, c'est génial. Alors je ne suis pas un spécialiste du gavage des canards ni des oies, hein. Donc par contre je trouve que cette question du foie gras, pour moi c'est une question symbolique à 3 points. Le premier point, c'est celui de la science et de l'agriculture. Vous avez parlé des vaccins tout à l'heure. On va fêter le 200e anniversaire de la naissance de Pasteur, auquel on doit pas mal de vaccins. Et je pense que c'est vraiment symbolique. On a tendance à perdre ce lien entre science et agriculture. Et il faut absolument qu'il y ait de la science si on veut progresser, si on veut pouvoir répondre à des épidémies telles que vous l'avez cité sur l'influenza aviaire. Le deuxième point, c'est la question des territoires. Il y a un combat à mener contre la mondialisation, c'est-à-dire contre cette idée qu'on aurait une nourriture uniforme un peu partout dans le monde. Et je trouve que le foie gras est symbolique dans ce sens-là, c'est que c'est vraiment une image de terroir, c'est une image de région, c'est une image de culture, ça a été dit par un certain nombre d'entre vous. Et je pense que c'est vraiment important qu'on ait cet équilibre entre les territoires et la mondialisation. Il faut rééquilibrer ça. Et puis le dernier point, c'est la question du bien-être animal, qui est une question qui est travaillée à l'Académie d'agriculture. On essaye de répondre à cette question qui est
qui est une question légitime du grand public. Je pense qu'il ne faut pas l'évacuer, mais sur lequel il faut apporter des éléments précis, il faut apporter de la transparence, et là aussi il faut apporter une certaine rigueur scientifique, et ne pas être que dans l'émotionnel. Donc voilà, donc je suis tout à fait ravi de ce débat qui porte ces trois sujets qui moi me semblent fondamentaux pour le foie gras et certainement pour d'autres productions agricoles françaises. Merci, monsieur. Je sais que j'ai la députée Martine Legui-Ballois qui veut la parole, mais tu voulais dire un mot, Didier, tu as le micro juste à côté de, toi, de nous. Tu fais partie des signataires de la charte qui soutient le foie gras. Oui. Je te laisse te présenter. Didier Chenet, je suis le président du groupe national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Je dirais que, évidemment, je ne sais pas comment on aurait pu ne pas signer le repas. Encore une fois, vous répondez, vous avez tout un tas de mots qui ont été dit, transparence, traçabilité, les circuits courts, on appelle ça les circuits courts. Tout ce qu'attendent aujourd'hui nous, les professionnels, et le client. Et à partir du moment où on commence à raconter tout un tas de fariboles, ou tout du moins de faire peur aux clients, parce que c'est ça, de faire peur aux Français, de faire peur aux producteurs, et in fine de faire peur aux clients, mais je pense que c'est effectivement quelque chose qui est inadmissible. Inadmissible parce que, encore une fois, derrière tout ça, il y a le bien-être animal, mais il y a aussi le bien-être des producteurs. Il ne faut pas oublier que c'est toute une filière, que vous avez tout un tas de gens qui n'ont rien demandé pour se faire comme ça clouer au pilori de quelques excités qui voudraient donc remettre en cause. C'est une formidable filière. Vous êtes face à des enjeux qui sont considérables parce que malheureusement, et là je rejoins tout à l'heure ce que disait le président de la Chambre de commerce, les épidémies, vous allez devoir les subir et donc il va falloir prévenir, et c'est tout l'enjeu pour vous dans cette filière de pouvoir prévenir de façon à ce que vous ne soyez pas, je dirais, chaque année à faire du soin plutôt que de la prévention. C'est très compliqué. En tous les cas, sachez que nous, vous l'avez dit, la gastronomie, la restauration tout court, parce que on peut parler de la gastronomie, mais la restauration tout court, c'est un produit emblématique. C'est un produit qui est tout à fait identifié comme un produit français. Et bien, il faut le soutenir, il faut en être fier, et puis il faut savoir aussi le déguster, l'apprécier. C'est ce que nous faisons. Merci Didier. Et il y a une notion de tromperie du consommateur qui a été évoquée par Marie-Pierre P. Et je sais que pour les restaurateurs que vous êtes, cet enjeu de transparence est absolument essentiel. Voilà, Jean-Louis Vincent, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Je suis membre de l'Académie d'agriculture de France et professeur honoraire à Montpellier Supagro. Et j'ai fondé à Montpellier en 2011 une chaire UNESCO sur l'alimentation durable. C'est-à-dire que nous nous intéressons dans cette chaire à l'alimentation du futur. Et la période actuelle est propice à la transition. On parle beaucoup de transition. C'est-à-dire qu'on va passer d'un ancien monde qui est caractérisé par une agriculture, une alimentation artificielle, de plus en plus artificielle, production, consommation de masse, globalisation, financiarisation. Et que sera demain? Eh bien demain sera un peu à l'image de cette filière foie gras, c'est-à-dire une filière territorialisée. Le monde du futur sera, l'alimentation du futur sera basée sur trois principes. Le premier, c'est la qualité totale des produits. Et la première de ces qualités, c'est la qualité sensorielle, le goût. Alors le foie gras, là, c'est au top. Le magret aussi. Deuxième caractéristique, la proximité. Proximité entre la production des matières premières, le maïs, les canards ensuite, et puis le foie. Donc nous avons là la proximité entre la matière première, la transformation et la commercialisation lorsque l'on parle de circuits courts. C'est ce qu'on appelle la territorialisation de l'alimentation. La troisième caractéristique qui a disparu dans l'économie de marché capitaliste, c'est la solidarité. Et là, cette filière donne un exemple de solidarité avec l'économie sociale et solidaire,
et l'interprofession dont vous avez parlé. C'est ça l'avenir, l'interprofession. Et la troisième proximité, c'est entre le produit et puis le consommateur. Et le consommateur français apprécie beaucoup le produit. Donc je pense qu'il y a une longue vie derrière pour cette filière. Alors il y a des conditions quand même, et une des conditions essentielles, c'est la gouvernance territoriale. C'est pour ça que je suis heureux qu'autour de cette table, il y ait de nombreux élus du département du Gers. Je signale au passage que mes parents avaient une maison familiale à Lougaroulette, près d'eux. Et j'ai dégusté dans cette maison le foie gras maison, le magret maison, etc. On tuait le porc à la maison, c'est formidable. Bon, alors, quel est l'avenir dans tout ça? C'est la gouvernance territoriale. C'est-à-dire qu'il faut organiser une gouvernance qui met en partenariat, évidemment, le monde politique, le monde administratif et le monde professionnel. C'est ça la condition de la nation. Donc, longue vie à la filière foie gras. Bonjour à tous, ça fonctionne. Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur le changement climatique et résilience des exploitations en vision prospective. Nous allons parler d'adaptation au changement climatique avec deux intervenants. Je vais vous présenter rapidement. Donc, Nathalie Noblet, vous êtes bioclimatologue et directrice de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies, et puis membre de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Serge Zaka, vous êtes docteur en agroclimatologie à l'ITK. Baptiste Dubois, Groupama, responsable produit en assurance récolte. Thierry Caquet, directeur scientifique environnement à l'INRAE. Et puis François Laurent, directeur recherche et développement chez Arvalis. Alors merci beaucoup de venir partager avec nous sur cette table ronde sur le changement climatique. Et le premier sujet qu'on voulait évoquer ensemble, c'était sur la vision un peu scientifique et ce que nous dit la recherche par rapport à ce changement climatique et ses impacts pour l'agriculture. Nathalie Noblet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour démarrer? Bonjour, chers collègues. Bonjour, merci d'être là. Donc, je voulais effectivement parler essentiellement climat. Donc, déjà pour vous rappeler qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique atteint 1,1 degré Celsius depuis la fin du 19e siècle. Il est sans équivoque et il est 100% attribuable aux activités de l'homme. Au niveau de la France, c'est à peu près 2 degrés Celsius de réchauffement depuis la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que la France, comme l'ensemble des terres émergées, se réchauffe 2 fois plus vite que le globe. Alors, ce réchauffement, il est lié aux concentrations de gaz à effet de serre, notamment que nous émettons dans l'atmosphère. Aujourd'hui, nous sommes à 80 parties par million de gaz à effet de serre, de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est le niveau que la Terre avait il y a 3 millions d'années au cours du Pliocène. D'accord? Donc c'est une concentration en CO2 qu'on ne connaît pas sur la planète depuis 3 millions d'années. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a une corrélation quasiment parfaite entre le cumul des émissions de CO2 dans l'atmosphère depuis 1870 à peu près et le niveau de réchauffement. Donc toute addition de CO2 dans l'atmosphère au fil du temps va conduire à une augmentation de la température. Aujourd'hui, on émet environ 45 à 50 milliards de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Quand on parle du changement climatique, on ne parle pas que de température, on a tout un faisceau d'évidence. Vous n'entendez parler presque que de la température, mais on a un faisceau d'évidence, je vais juste en citer quelques-uns. Le recul généralisé des glaciers, qui est inédit depuis 2000 ans à peu près. L'augmentation continue du contenu thermique dans les océans. 95% de l'énergie supplémentaire liée à cette augmentation de gaz à effet de serre est stockée dans les océans. Nous n'en subissons que 5%, qui est celle qui est dans l'atmosphère, mais les 95% sont dans l'océan, ce qui veut dire qu'il y a une mémoire longue, extrêmement longue, de cette addition de chaleur qui sera restituée au fil des ans par l'océan, qui rend en fait l'inertie du système énorme. Et donc ça, c'est inédit depuis 18 000 ans. Et le dernier point, la hausse du niveau des mers, donc vous en avez tous entendu parler. Donc il y a un mélange d'érosion côtière et de hausse du niveau des mers qui rend les zones côtières très fragiles. Celui-là, cette rapidité de la hausse du niveau des mers est inédit depuis 3000 ans. Donc tout ce faisceau d'évidence
et plein d'autres, s'il y a des sceptiques dans la salle, nous pouvons en débattre, et plein d'autres font dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est inéluctable. Alors à l'échelle de la France, je vous ai dit, c'est 2 degrés depuis la fin du 19e siècle. On se réchauffe aujourd'hui à peu près à 0,3 degrés par décennie en France, et l'été c'est plus encore, c'est 0,4 degrés par décennie. Donc ça va très vite, et les étés sont plus chauds que la moyenne annuelle en France. Les 5 années les plus chaudes que la Terre ait connues depuis le début du XXe siècle, que la France ait connues depuis le début du XXe siècle, ont toutes eu lieu depuis les années 2000. Donc c'est 2020 dans l'ordre, les plus chaudes 2020, 2018, 2014, 2019, 2011. Et 3 des 4 vagues de chaleur les plus importantes ont eu lieu aussi depuis les années 2000, c'est 2006, 2018 et 2003. 2003 ne fait pas partie des 5 années les plus chaudes, mais ça reste l'été le plus caniculaire que nous ayons connu au cours du XXe siècle. Après, il y a des choses intéressantes, ce sont les canicules successives, comme 2019. On a eu 2 canicules successives, juin, abandon du brevet des collèges, report du brevet des collèges, juillet, record de température dans l'Hérault, en région parisienne aussi, et cette canicule, on le sait maintenant, n'aurait jamais eu lieu sans l'influence humaine. Donc c'est une canicule que nous n'aurions pas connue à l'époque pré-industrielle si la Terre ne s'était pas réchauffée. La canicule de 2020, septembre 2020, vous vous en rappelez peut-être, on a eu une canicule, on est monté à plus de 23-24 degrés Celsius en France. Elle est aujourd'hui 12 fois plus probable qu'au début du XXe siècle, à 1,1 degré de réchauffement mondial. Donc, évidemment, elle va se reproduire. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Je vous ai dit qu'on se réchauffait à 0,3 degrés par an par décennie en France. C'est 0,2 degrés par décennie dans le monde. Dans 20 ans, 2040, les 1,5 degrés de limite de la COP21 sont atteints. Donc ça, de toute façon, on y est. Et les 2 degrés, il y a beaucoup de vraisemblance qu'on fasse un overshoot et qu'on redescende, si on arrive à prendre les bonnes décisions. Donc, en France, donc 1,5 degré, c'est 2,5 à 3 degrés en France. Alors, finalement, quels que soient nos choix de société aujourd'hui, nous les verrons dans 20 ans et après. D'accord? Mais nous ne les verrons pas dans les 20 prochaines années. Et le changement climatique, mes collègues en parleront, il est déjà en route. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui sort un nouveau rapport du GIEC, dont la conférence de presse a eu lieu à midi, sur le groupe 2 du GIEC, c'est-à-dire qui évalue les impacts du changement climatique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent que pratiquement partout dans le monde aujourd'hui, il y a eu des changements qui sont attribuables aux activités humaines et qui sont au-delà de la variabilité naturelle du climat. Bien au-delà de la variabilité naturelle du climat. Alors, je vais terminer sur les effets finalement, les 4 effets qui me semblent vraiment très importants, et mes collègues, je pense, rebondiront dessus en termes d'impact, et qui vont s'aggraver. C'est des effets, premièrement, caniculaires. Donc aujourd'hui, un événement qui ne se produisait qu'une fois tous les 10 ans, à la fin du 19e siècle, début du 20e, à 1 degré de réchauffement, il se produit 2,6 fois tous les 10 ans, et il est 1 degré plus chaud. Et puis, si on atteint 1,5 degré de réchauffement, il arrivera 4 fois tous les 10 ans, et il sera pas loin de 2 degrés plus chaud. Et si on atteint les 2 degrés, là, il se produira 6 fois tous les 10 ans, donc plus d'une fois tous les 2 ans, et avec un niveau de réchauffement pas loin de 3 degrés plus chaud. Donc au niveau caniculaire, c'est vraiment un problème. Le recul des phénomènes de gel, je pense que Serge en parlera tout à l'heure, de la question des changements de saison de la plante, et donc, même si les gels reculent, le gel dit tardif, lui, ne reculera pas. L'augmentation des pluies extrêmes, ça c'est un problème. Les pluies, ce qu'on appelle les pluies non pas fluviales, mais les inondations pluviales vont augmenter, puisqu'on n'est pas complètement certain aujourd'hui. On a une augmentation de la fréquence des événements extrêmes. Par contre, on sait que tous les événements extrêmes sont 7% plus intenses qu'ils ne l'étaient en fin de 19e siècle. Et plus le réchauffement augmente, et plus ce pourcentage d'intensité va augmenter. Et enfin, les risques de sécheresse agricole.
vont augmenter, à la fois parce qu'on a une raréfaction de la précipitation l'été, pas forcément en total annuel, hein, mais on a une saisonnalité des précipitations qui s'accroît, avec, en tout cas en Europe, et notamment dans le sud de l'Europe et autour du bassin méditerranéen, avec une diminution de la pluviométrie estivale. En Méditerranée, c'est même hivernal, et surtout une très très forte augmentation de l'évapotranspiration, et donc la perte par vapeur d'eau. Et donc ça aggrave les phénomènes de sécheresse. Je vous remercie Cédric, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup. François Laurent, est-ce que vous constatez, de votre côté, est-ce que vous constatez d'ores et déjà des impacts? Alors, oui. Moi, je suis agroclimatologue, je travaille sur l'impact du climat sur l'agriculture, de l'agriculture sur le climat. Je pense que je vais un peu chiffrer tout ce qui a été dit, parce que sur l'aspect scientifique, il y a déjà pas mal d'éléments. Le gel d'avril 2021 qu'on a connu l'an dernier était la plus grande catastrophe agricole que la France ait connue depuis des décennies. C'est moins 32% de production de vignes, moins 62% pour les cerises, les abricots. Donc, pour vous chiffrer, c'est plusieurs milliards de dollars de dégâts. Juste 2 milliards pour la vigne, et puis après, si on rajoute, on peut monter facilement aux 5, voire même 10 milliards, si on compte ensuite tous les aspects sur toute la filière. Pour la sécheresse, les surfaces agricoles en sécheresse en France, c'était 5% tous les ans en moyenne en 1970. Maintenant, on est plutôt à 12% dans les années 2020. Et on va monter vers les 20 à 30% d'ici 2050. Alors, passer de 5 à 12% depuis 1970 à actuellement, ça paraît pas beaucoup, 7%, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'hectares, et donc aussi plusieurs millions, voire même plusieurs milliards de dollars de dégâts par an. Donc voilà pour le gel, pour la sécheresse. Pour les excès d'eau, on a dit la même chose. Donc c'est plus 7% par degré gagné. C'est de l'asphyxie des sols, mais également des pluies qui vont être plus diluviennes et qui ne vont pas pénétrer dans le sol lorsqu'il le faudra. Et un dernier point pour compléter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il faut savoir quelque chose sur la sécheresse. J'ai un agriculteur sur Twitter qui est venu me voir il y a peut-être 1 an, 2 ans, et qui m'a dit il est tombé 600 mm de pluie cette année en France, enfin sur ma parcelle. C'est ce que j'ai habituellement en France, sur ma parcelle, pardon. Pourtant, tout l'été, j'étais en sécheresse, on n'a parlé que de la sécheresse. Pourquoi? En fait, il tombe la même quantité d'eau, qu'est-ce qui se passe? Et d'après le rapport du GIEC, que j'ai très bien lu, j'en profite pour le dire, et vous devez tous en faire de même. En fait, il va tomber la même quantité d'eau à peu près en France, peut-être un peu plus dans le nord, peut-être un peu moins dans le sud, mais en moyenne, il va tomber la même quantité d'eau sur l'année. Par contre, la variabilité intersaisonnière va être différente. Il va tomber plus d'eau en hiver et il va tomber moins d'eau en été, ce qui explique les problèmes de fourrage. Et ce qui explique aussi les problèmes de comment pouvoir stocker cette eau, comment pouvoir redistribuer cette eau l'été. C'est un challenge sans assécher les nappes phréatiques pour garder quand même une certaine production agricole. Et donc là, on est sur une problématique de sécheresse qui est très importante. Et on l'a observé déjà ces dernières années. Et pour finir, actuellement, dans le sud-est de la France, je prends l'exemple de la ville de Sète, il est tombé 0,8 mm depuis Noël. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé une seule goutte d'eau depuis 2 mois. C'est une sécheresse hivernale importante qui peut avoir des répercussions en été, et je pense qu'on en parlera dans les prochaines semaines. Bonjour, je suis André Fouchou. Je suis membre titulaire de l'Académie d'agriculture de France. J'ai fait toute ma carrière sur les insectes, ravageurs, les insectes auxiliaires, les insectes pollinisateurs. J'ai fait une bonne partie de ma carrière sur les modes d'action des insecticides. Et donc, à ce titre, j'ai écrit un livre qui est un peu le résumé de tout ce que j'ai vécu, qui s'appelle Insecticide, Insectifuge, et donc que je présente au cours de cette petite vidéo. Merci de donner cette opportunité de pouvoir parler un petit peu de la question de la protection des cultures contre les insectes. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que on est en train de changer d'époque. On est en train de parler des insecticides, on est en train de passer des insecticides aux insectifuges. Pourquoi l'homme a été confronté aux dégâts d'insectes depuis
des milliers d'années, depuis que l'agriculture existe certainement. Il a mis en œuvre tous les moyens possibles, entre le feu, la chimie, les méthodes physiques, les collectes manuelles, enfin tous les outils ont été utilisés. Et on a eu ces dernières années l'utilisation des insecticides extrêmement performants, avec beaucoup d'améliorations hein, sur la période. On est passé des insecticides organochlorés qui marchaient très bien, mais qui ont posé des problèmes sur l'environnement. Et on a amélioré petit à petit le niveau d'efficacité et le niveau de sélectivité des insecticides vis-à-vis des insectes ravageurs des cultures. Tout ça en essayant de préserver au mieux les insectes utiles. Et donc c'est un équilibre extrêmement délicat entre les ravageurs et les utiles, et donc avec des limites dans la lutte insecticide. Et ce qu'on est en train de découvrir, c'est que finalement les insectes, pour pouvoir faire des dégâts aux plantes, ils ont besoin de reconnaître la plante. C'est-à-dire qu'il y a des signaux chimiques entre la plante et l'insecte qui permettent à tel ou tel insecte de reconnaître la plante sur laquelle il se trouve. On commence à comprendre un petit peu ces mécanismes de communication. Et il y a un autre type de communication, c'est les insectes entre eux. C'est-à-dire qu'il faut que le mâle puisse reconnaître sa femelle, il faut que l'auxiliaire qui va s'attaquer à tel ou tel ravageur, il faut qu'il puisse le reconnaître. Et donc il y a aussi des échanges de molécules chimiques, ce qu'on appelle les médiateurs chimiques, qui permettent aux insectes de reconnaître soit leur proie, soit leur plante pour pouvoir se développer. Et donc ces mécanismes, on est en train de changer de guerre en fait. On est passé de la guerre chimique classique avec les cides à la guerre de communication. En fait, on va essayer de perturber, et c'est là que je parle des insectifuges, de perturber les communications entre les insectes et les plantes qu'on veut protéger, et de perturber les communications entre les insectes entre eux. On commence à avoir des applications extrêmement importantes, notamment en verger et en vigne, puisque plus de 50% des vergers maintenant en Europe sont protégés par ce qu'on appelle la confusion sexuelle, c'est-à-dire qu'on empêche, on perturbe la communication entre les mâles et les femelles de certaines espèces pour les empêcher de se reproduire et pour les empêcher donc de faire des dégâts. Et donc on commence à savoir gérer cette guerre de communication. Et on le voit, une des conséquences, c'est que les insecticides disparaissent. En France, moi je dis les insecticides sont en train de tomber comme des mouches, il n'y en a pratiquement plus. Et on voit que les nouveaux insecticides, on n'arrive plus à les faire accepter, que ce soit par les systèmes d'évaluation, et c'est surtout plus accepté par la société en général. Et donc il va falloir qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de système de protection, parce que les dégâts vont continuer, hein. C'est pas parce qu'on change de système qu'il n'y aura plus de dégâts. Les dégâts vont continuer, mais il va falloir changer complètement et donc passer des insecticides aux insectifuges. Voilà. Vous avez parlé de crainte sanitaire, sécurité sanitaire, mais maintenant les risques économiques. Hein, et vous avez beaucoup insisté sur ces risques économiques, notamment pour l'abattage. On montrer qu'il faut prendre l'ensemble de la filière et pas seulement un des bouts de la filière. Et je prendrai aussi le problème du bien-être animal. Le bien-être animal, on voit bien que la société est là
à la fois par son éducation, à la fois par sa distance du monde agricole, la distance du monde rural, quand on voit le lait, d'où il vient, quand on voit la viande, d'où elle vient. Et quand on voit aujourd'hui, moi j'ai des petits-enfants, ils parlent avec ce qu'ils voient dans les livres scolaires, ils voient ce qu'ils voient dans les livres d'enfants. Les livres d'enfants, moi je découvre quand même que le parti pris vegan l'emporte. Le parti pris non viande l'emporte. Le parti pris produit protection de l'environnement l'emporte. Donc on a, je le fais avec mes petits-enfants, mais je pense qu'il y a, comme je l'ai dit, l'éducation, l'ensemble de l'éducation, la transparence, et de faire que même dans les livres scolaires transparaît cette idée que attention à l'environnement, attention aux arbres, il ne faut plus couper un arbre, etc. Donc on a vraiment un enjeu important d'éducation, je l'ai dit, transparence, président Dumas. On a vraiment ce travail à faire que, voilà, à côté de ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles, les fausses rumeurs, les fausses idées, eh bien on traduise le vrai. Et le vrai, c'est revenir à la science, c'est revenir à qu'est-ce que la science nous dit, qu'est-ce que notre expérience nous dit, et non pas il y a qu'à, il y a le faucon et que les fausses idées. Donc voilà, l'Académie vous accompagne bien sûr les élus, pour que nous soyons sur le domaine du savoir, mais aussi sur le domaine de transmettre. Comment transmettre avec le minimum, le maximum de faits scientifiques et non pas d'idées préconçues. Merci.